Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Disputandum. Je suis ravie d'être à vos côtés. Alors, distanciation physique oblige, nous sommes aujourd'hui tous à distance et masqués. Nous allons forcément parler d'un sujet plus que d'actualité. Covid long, comment s'en sortir alors que la situation sanitaire en France s'améliore lentement mais sûrement. Ils sont nombreux à avoir été infectés par le SARS-CoV-2 qui donne donc cette maladie, le Covid-19, et plusieurs mois après, en garde des séquelles fâcheuses. Alors, si les connaissances sur cette maladie se sont accumulées à vitesse impressionnante aujourd'hui, le virus ne nous a pas livré tous ses secrets, comme en témoigne la multiplication à la fois des crises sanitaires qui continuent à agiter le reste de la planète et à déstabiliser les systèmes de santé dans le monde entier. Alors, initialement, le Covid-19 était perçu comme une maladie plutôt respiratoire et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, elle touchait de nombreux organes. Quels sont les mécanismes d'action du SARS-CoV-2 qui donne donc le Covid-19 menant à un Covid long? Quelle est l'incidence et forcément la prise en charge des malades souffrant de cette pathologie nouvelle? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec mes invités autour de cette table. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir le Dr Gliese. Bonjour et bienvenue, Dr Gliese. Bonjour. Vous faites partie du service de médecine physique et de réadaptation au CHU de Bordeaux et vous êtes référent Covid long. Alors, référent Covid long, nous sommes plusieurs au CHU, mais en effet, on est impliqué dans la prise en charge Covid, que ce soit dans les suites des passages en réanimation qui laissent beaucoup de traces, mais aussi maintenant sur les séquelles pour les gens qui ne sont pas passés en réanimation. Et nous en parlerons ensemble aujourd'hui. Autour de ce plateau également, le professeur Roblot. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Vous êtes le chef de service maladies infectieuses au CHU de Poitiers. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Samantha Aljobori, bonjour et bienvenue. Bonjour. Psychiatre spécialisée dans le psychotrauma à la direction du CASPER. On en parlera encore. On a parlé de cette maladie multisystémique, pour utiliser un terme plutôt médical. Ça veut dire qu'il touche plusieurs organes. Malheureusement, le cerveau en fait aussi partie. Marie Fétou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ravie de vous accueillir aussi. Directeur du réseau Acarespire, kinésithérapeute à Bordeaux. On parlera ensemble aussi de cette prise en charge kinésithérapeute des Covid longs notamment. Et puis à distance, deux malades. Karine Peters, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous, Karine. Vous allez nous parler de ce que vous traversez parce que vous êtes atteinte de Covid long depuis maintenant de plusieurs mois et vous allez pouvoir témoigner. Et puis on aura un autre malade qui sera avec nous dans cette seconde partie d'émission. Alors on va commencer ensemble tout de suite. J'ai une question pour vous, Dr Gliese, forcément. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on a affaire à un malade qui a développé un Covid long ? Alors, c'est un peu complexe. Comme j'expliquais, il y a des séquelles post-Covid quand il y a eu des atteintes aiguës et sévères initialement. Donc, après un passage en réa ou sans passage en réa, on peut garder des symptômes pendant quelques jours, quelques semaines, des symptômes respiratoires ou autres. Parfois, quand on est passé en réa, on garde des symptômes neurologiques avec des neuromyopathies, donc une atteinte des nerfs et des muscles du fait du passage en réa. Et puis, il y a tout un certain nombre de patients qui, malgré une forme peu sévère, gardent des troubles qui sont invalidants dans la vie de tous les jours, qui sont qui représentent parfois ce qu'on appelle un handicap invisible, ce qu'on voit dans d'autres pathologies, notamment des pathologies neurologiques, avec une fatigue, des troubles cognitifs et bien sûr des dyspnées aussi qui restent et qui induisent une gêne, donc il faut prendre en charge. Alors comment sait-on qu'on est atteint d'un Covid long ? Je pense que d'abord la question le centre, c'est d'avoir fait un Covid, et c'est vrai que beaucoup de patients arrivent en disant j'ai fait un Covid long, puis en fait on s'aperçoit que de multiples PCR, de multiples sérologies reviennent négatives, donc là on est un peu perdu. Et puis par contre il y a de vrais patients qui ont eu des symptômes plus ou moins importants du Covid, parfois juste une anosmie ou une agueusie, ces troubles de goût et d'odorat. Voilà, ces troubles de l'odorat et du goût, et qui sont un peu caractéristiques quand même de ce Covid, et qui gardent des séquelles qui sont un peu variées et difficiles à expliquer parfois sur les mécanismes physiopathologiques, donc l'origine précise de ces troubles. Là, on commence un petit peu à comprendre quels pourraient être les mécanismes, mais on en est qu'au balbutiement. Bien sûr. Et c'est une maladie nouvelle, elle vient d'émerger, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est dedans, et les études vont très vite, mais il faut aussi ce qu'on appelle une cohorte de patients assez importante, et les étudier sur le long cours pour comprendre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Alors justement, ces études, on va en parler avec vous, professeur Roblot. Qu'est-ce qu'elles nous ont appris aujourd'hui sur cette nouvelle maladie jusqu'à présent ? On va essayer de rester humble et d'expliquer ce que l'on sait aujourd'hui. Alors, elles nous ont appris qu'on ne savait pas grand-chose. Je crois qu'on pourrait le résumer comme ça. D'accord. En fait.
Pour l'instant, effectivement, sur le principe des Covid longs, comme le disait mon collègue à l'instant, on a des cohortes de patients suivis et on observe que certains patients gardent des symptômes comme ça vient d'être parfaitement décrit. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ces symptômes ils sont effectivement liés, ils ont eu comme facteur déclenchant le Covid, ou bien si c'est totalement indépendant, parce qu'on a le droit de faire deux choses qui surviennent dans une temporalité proche. Et ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on évoque comme hypothèse, c'est que peut-être il y a persistance du virus dans certains tissus, comme au niveau ORL par exemple. Peut-être que c'est des mécanismes dits immunitaires, on a eu une réponse immunitaire inadaptée. Peut-être que ce sont des mécanismes inflammatoires un peu globaux. Enfin, on évoque beaucoup de choses. Et pour l'instant, comme ça vient d'être dit, on n'a absolument aucune certitude. Donc en réalité, on est encore, nous aussi, dans un brouillard relativement conséquent, même si on arrive à isoler quand même des pathologies qui sont propres à cette maladie. Vous avez parlé, Dr Guise notamment, et vous allez rebondir dessus, professeur Oblot, d'anosmie et d'agueusie, perte de goût et d'odorat, qui sont particulièrement spécifiques de cette maladie. Alors là, c'était très spécifique, effectivement. Et très très vite, nos collègues ORL ont été intrigués et nous ont alertés, parce que dans un laps de temps très court, ils ont eu un tas de demandes de consultation pour des gens qui avaient perdu l'odorat. C'était tout à fait inédit. Ils l'ont raconté très vite, ils l'ont publié très vite, donc on a tous été informés très vite. Là, on n'est plus tout à fait dans la même chose, on est dans de l'observation de patients sur du long cours, avec des plaintes qui sont multiples, vraiment comme ça vient d'être dit, même si la gêne respiratoire est souvent au premier plan. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses, des douleurs articulaires, parfois des troubles cardiaques, des troubles cognitifs, comme ça vient d'être dit, l'état psychologique qui doit être évalué. Enfin, des troubles digestifs aussi. C'est qu'il faut des troubles digestifs, des signes cutanés. Oui, tout à fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut observer ces gens sur une longue durée. Et comme toujours, depuis le début de cette crise, le temps de la science n'est pas le temps de la communication, c'est plus long. Et pour l'instant, on ne peut pas dire beaucoup plus sur les mécanismes, quoi. Marie Fétou, comment est-ce que vous reconnaissez-vous aujourd'hui des patients qui viennent vous voir et qui sont atteints de façon diverse de ce Covid et qui continuent sur la durée? Comment est-ce que vous les prenez en charge aujourd'hui? Alors en fait, les patients qui ont un Covid long, quand on est kinésithérapeute respiratoire, souvent, ils ont ce qu'on appelle une hyperventilation, un syndrome d'hyperventilation. Donc ils vont respirer trop vite, ils vont avoir le sentiment de manquer d'oxygène, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Ils vont manquer de dioxyde de carbone, parce que c'est comme ça qu'on élimine le dioxyde de carbone, c'est en respirant, et donc ils vont respirer vite, et ils vont avoir tout un tas de symptômes qui sont liés à cette baisse de dioxyde de carbone, qui sont les douleurs thoraciques, le flou visuel, la confusion mentale, les vertiges, les palpitations. Et la prise en charge de kinésithérapie dans ce cas-là, elle est relativement simple. Il faut réapprendre aux patients à respirer à basse fréquence. Donc on fait une rééducation ventilatoire toute simple pour baisser la fréquence respiratoire. Et en général, une partie des symptômes s'atténue. Ça ne veut pas dire que tous les symptômes s'atténuent. Et donc ça veut dire que l'hyperventilation n'est pas responsable de l'ensemble des symptômes. Mais on améliore quand même le patient sur le plan clinique. Et derrière, on peut proposer un réentraînement à l'effort. Parce qu'un patient qui hyperventile, bien évidemment, ne va pas faire d'effort puisque ça augmente l'hyperventilation et que donc il va amoindrir son effort et derrière augmenter son essoufflement. Bien sûr. Samantha Aljouri, quand on parle de ce problème respiratoire, on imagine que ça induit forcément aussi des problèmes d'angoisse, de crise de panique. Est-ce que c'est ce que vous observez fréquemment chez des patients Covid longs qui vont venir vous consulter? On va être interpellé essentiellement sur la composante anxieuse, donc qui est majorée par l'hyperventilation et par le fait qu'on hyperoxygène le cerveau et que ça induit ce qu'on appelle des attaques de panique, c'est-à-dire des crises d'angoisse violentes qui peuvent durer 1 heure et être très désagréables avec des symptômes, l'impression de devenir fou, de mourir, etc. On a également la symptomatologie dépressive qui peut nous alerter et puis on a ce qu'on appelle une catégorie syndromique qui s'appelle le stress post-traumatique. Et là, chez certaines personnes qui ont été exposées à une mort violente ou à une menace de mort violente, on peut retrouver certains symptômes qui vont être des reviviscences avec des intrusions d'images, de pensées, etc., des cauchemars, des flashbacks. Des choses violentes. Donc, des choses violentes, un évitement de certaines situations. Et notamment, ça peut être de l'exercice physique pour éviter de se réexposer à des symptômes physiques
désagréables, une hyper-réactivité et puis des pensées négatives sur soi-même, sur le monde et sur l'humeur également. L'humeur qui peut être on parlera négative. de la façon dont vous les prenez en charge et comment améliorer ces patients qui peut-être nous regardent aujourd'hui. Je vous voyais réagir, Dr Guise, quand vous entendiez Samantha Al-Jouberi. Vous l'avez vous aussi vu au quotidien? Alors, on l'aperçoit, les troubles psychologiques sont bien décrits dans la littérature, que ce soit le stress post-traumatique, qu'on voit nous en sortie de réa, ça, on a été frappé par ça, mais aussi pour des gens qui n'ont pas fait le Covid, c'est bien noté dans les études, et ce mélange entre troubles cognitifs, nous c'est ce qu'on a vu beaucoup en consultation, puis moi c'est un peu mon créneau, donc forcément j'y suis plus sensible, et ce mélange entre troubles cognitifs et troubles de l'humeur, ce côté anxieux-dépressif. Alors forcément les deux sont mêlés, parce que quand on est anxieux et dépressif, on a des troubles cognitifs, et puis quand même, quand on a des troubles cognitifs, ça rend anxieux. Et c'est un mix des deux. Et finalement, on ne sait pas si c'est une conséquence neurologique du Covid ou une conséquence de troubles psychologiques induits par le Covid. C'est un peu complexe. Alors, on sait qu'il y a une atteinte sur beaucoup de tissus du corps humain, y compris le système nerveux, y compris le système nerveux central. C'est vrai que, comme le disait le professeur Roblot, les mécanismes... on en est obscur. Voilà, c'est très obscur. Il y a des pistes, il y a des recherches. Voilà, nous on a montré quelques atteintes neurologiques en dehors de manifestations neurologiques, mais pour l'instant ce ne sont que des pistes et ça a bien été rappelé. Il y a le temps de la science, des pistes, des hypothèses, et puis les patients qui sont là et qui ont besoin d'une réponse concrète à leur mal-être. Et Alors justement, docteur Guise, les patients qui sont là et qui ont besoin de réponses, on en a une qui est à distance avec nous, on l'a présentée en introduction, Karine Peters, vous êtes à nos côtés. J'aimerais qu'on se parle de la façon dont ça a commencé cette maladie chez vous, et peut-être sur le plateau, vous pourrez aussi apporter des réponses et intervenir, ça serait très intéressant par rapport à ce que vous avez vu. Alors vous avez été contaminée, Karine, l'année dernière, en février. La France, à ce moment-là, n'est pas encore confinée. On ne sait pas ce qui va nous arriver un mois après, parce qu'on se rappelle de cette fameuse date du 17 mars où le président nous dit que nous sommes en guerre et on va se confiner. Et puis, vous en entendez parler dans les médias. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous, Karine? On est en février 2020. Alors nous, en février 2020, on a été 3 sur 4 à avoir des problèmes, notamment au niveau gastro, maux de tête, petits problèmes respiratoires. On ne parlait pas encore du Covid. On ne parlait pas en fait des problèmes, par exemple, au niveau gastro. Ça faisait pas partie du Covid à l'époque. Donc ça ne faisait pas partie des symptômes. Donc notre médecin nous a orientés sur autre chose. On a tous passé des examens qui sont revenus très bons. Et petit à petit, les problèmes respiratoires, parce qu'on est asthmatique à la base, les problèmes respiratoires ont augmenté et plein de symptômes sont arrivés, mais au bout de quelques temps, et on a été au maximum des symptômes au bout d'un mois, un mois et demi. Et ensuite, les symptômes, ça fait 16 mois que les symptômes s'enchaînent les uns après les autres, disparaissent, reviennent, il y en a de nouveaux qui arrivent. Voilà, mais ça a commencé essentiellement par tout ce qui est gastro, maux de tête. Alors la respiration est arrivée un mois après. Alors ça, vous voyez, professeur Roblot, c'est la pathologie dont vous aviez parlé tout à l'heure. Ça peut commencer de façon gastrique, on ne le sait pas. Et puis ça peut être aussi cutané. Et puis d'un seul coup, ça dévie. Est-ce que des personnes qui vont commencer, par exemple, comme Karine, avec des symptômes plutôt gastro, sont plus à même de développer un Covid long cours ou pas du tout? On n'a aucune information là-dessus. Déjà, effectivement, on a tous été très surpris par les symptômes gastro-entérologiques, parce qu'au début, on avait plutôt l'impression que ce serait respiratoire. Et très rapidement, en particulier dans les collectivités, dans les EHPAD, les établissements de personnes âgées, on a été très surpris parce qu'ils avaient plein de patients en même temps qui avaient des signes digestifs. Et on n'avait absolument pas du tout anticipé là-dessus. Ça a été très rapide, donc on les a bien sûr intégrés et on a eu le réflexe après de faire des dépistages, des prélèvements pour les patients qui avaient ces symptômes. Mais voilà, ça fait partie un peu des surprises du début de l'histoire. Alors justement, je vous propose sur ce plateau, et vous aussi Karine à distance, que nous regardions ensemble cette vidéo sur le Covid avec des symptômes qui sont persistants et nous en parlons juste après. Regardez. Une simple omelette au bacon. Même ce plat du quotidien peut réserver de mauvaises surprises. Je sens à peine une odeur de fumée. Une petite odeur de grillé, mais c'est tout.
Sophie Ducroix-Roubertou est médecin, spécialiste des maladies infectieuses. Elle a probablement attrapé la Covid à l'hôpital, c'était il y a 3 mois. D'abord, il y a les douleurs, une grande fatigue, et puis un yaourt qui n'a plus aucun goût. Elle est victime d'agueusie et d'anosmie, une perte de goût et d'odorat. Premier carré de chocolat, la première tentative, c'est terrible parce que c'est finalement la sensation que de gras dans la bouche. Plus du tout aucune sensation réconfortante qu'on peut connaître d'habitude. C'est hyper décevant. Ensuite vient une perte d'appétit et un quotidien bousculé. J'ai fait cramer je ne sais pas combien de repas et les enfants me disaient « Maman, ça sent le brûlé ». Le chien qui s'est roulé dans je ne sais pas quoi. Les enfants disent « Oh là là, il sent trop mauvais ». Et moi, le chien sent rien du tout. Ce sont des effets secondaires fréquents de la Covid. Le virus colonise les fentes olfactives et emprisonne les neurones responsables de l'odorat. Le coronavirus ne va pas directement attaquer, entre guillemets, le neurone, mais les cellules qui sont autour. Mais la finalité est la même, c'est-à-dire que ça va sidérer l'odorat, sans avoir forcément le nez bouché. Pour guérir, il faut une rééducation qui passe ici par un simple jeu de société avec des boîtes contenant des odeurs qu'il faut identifier. La lavande, je sais le reconnaître, mais pas depuis longtemps. Et je pense que vous le mettriez sous votre nez, vous auriez besoin de le reculer. Moi, j'ai besoin de me coller à lui. Mais je le reconnais. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Je suis partie de 0. Mais je ne suis pas encore à 100% du tout de ce que j'étais capable de sentir auparavant. Une épreuve de plus à surmonter pour retrouver une vie normale après une maladie parfois longue et encore mystérieuse. Et comment retrouver cette vie normale après cette maladie longue et mystérieuse? Ce reportage de François Clapeau et Valérie Agut l'exprime très bien. Karine Peters, qu'est-ce que ça vous évoque de voir ces images? Vous avez, vous aussi, souffert d'anosmie et d'agueusie, perte de goût et d'odorat? Alors, moi, j'ai eu une diminution du goût, mais pas une perte totale. Mon compagnon et mon fils, pas du tout. Et par contre, ma fille, qui était complètement asymptomatique au départ, elle a perdu beaucoup d'odorat. J'ai reconnu ma fille dans le reportage. Elle fait brûler beaucoup de choses et elle ne le sent absolument pas. Donc cette maladie qui atteint aussi le cerveau, vraisemblablement. Dans les recherches qui arrivent aujourd'hui, dans les publications maintenant au bout d'1 an et demi, est-ce qu'on connaît un peu le mécanisme d'action au niveau neurologique, professeur Rovlo? Alors, on commence là à avoir un peu plus de données. Je vais bien sûr laisser parler mon collègue parce que c'est quand même son créneau particulièrement. Mais sur tout ce qui est olfaction, on commence à avoir un peu plus d'hypothèses, des hypothèses un peu plus solides. Mais en même temps, c'était tellement inattendu que c'est peut-être là-dessus aussi qu'on a travaillé le plus et le plus vite. Docteur Gliese. Alors, c'est vrai qu'on sait un peu depuis le début, parce qu'en fait, on sait que depuis le SARS-CoV-1, donc le premier responsable du SARS, il y a ce qu'on appelle un neurotropisme. Donc en fait, le virus s'accroche aussi aux cellules nerveuses. Alors on sait que par exemple chez la souris, et c'est assez drôle, que ça remonte via le nerf olfactif jusque dans le cerveau. Et on sait qu'il y a un envahissement au niveau de ces cellules nerveuses qui sont au niveau du nez, du pharynx, et que ça peut remonter chez la souris. Et ça, c'est sur le SARS-CoV-1. Donc ça, c'était connu assez tôt, en fait. Nous, quand on a débuté nos recherches sur les atteintes neuro du Covid, on l'a fait dès le mois de mars l'année dernière, sur ces bases-là. Et c'était purement exploratoire. Ce qu'on sait maintenant, à distance, ça reste très flou. Il y a quelques arguments en imagerie sur des présentations de tableaux un peu bruyants sur le plan neurologique, c'est-à-dire que vous avez des IRM, des gens qui ont fait des encéphalopathies, donc des atteintes du cerveau d'origine virale. Mais c'est rare, c'est très rare. D'accord. Il y a des atteintes neurologiques au long cours, elles sont bien décrites maintenant, que ce soit les troubles psychologiques, mais aussi des troubles neurologiques, chez des patients qui ont fait des formes sévères, mais aussi qui n'ont pas fait de formes sévères. Par contre, les mécanismes du pourquoi ça envahit le cerveau, quelles sont les conséquences dues à l'atteinte du cerveau qui entraîne ces symptômes-là, ça reste flou. Est-ce que c'est une cause inflammatoire? Est-ce que c'est une cause réellement due au virus? C'est ce que vous vouliez dire. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est des petits micro-caillots, de ce qu'on appelle des micro-thrombis dans les vaisseaux?
que c'est de l'inflammation? Est-ce que c'est immunitaire? Est-ce que c'est vraiment l'infection qui persisterait? Voilà, c'est tout ça qu'il faut analyser. Il y a eu des études même en dissection qui ont montré comme ça cette pluralité d'atteintes, de mécanismes en fait. L'atteinte du virus directement, mais aussi des atteintes indirectes dues aux thromboses de vaisseaux ou autres. Et ça, on a du mal à le maîtriser. Nous, ce qu'on vient de montrer là, qu'on est en train de publier, qu'on est en train de rédiger, c'est que chez des patients qui ont présenté des atteintes essentiellement respiratoires, d'accord. On a inclus une quarantaine de patients qui avaient des atteintes respiratoires. On a, alors qu'il y avait des atteintes respiratoires, eu des anomalies sur des explorations neurologiques au niveau de la face, qui reprennent notamment des boucles qui impliquent les nerfs de la face, et donc qui passent aussi très proche des centres respiratoires. Donc vraiment, pour l'instant, c'est le flou, le flou absolu. Il y a des pistes, mais ça ne veut pas dire que c'est responsable de tout. Et encore une fois, il y a un gap entre la science, les pistes, les hypothèses, et on est large, et les patients tout à fait, qui attendent une réponse concrète et qui sont souvent dans le flou. Et là, c'est parce que ce qu'ils entendent, c'est les examens sont normaux. Oui, tout à fait. Alors justement, nous passons à la seconde partie de cette émission. Quelle est la prise en charge? Quelle est la prise en charge des Covid longs? Et c'est très difficile de répondre à un patient quand nous-mêmes, on est un peu démunis. Samantha Al-Jobouri, j'aimerais me pencher vers vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous faites le distinguo entre une personne qui est peut-être anxieuse et qui a eu un Covid, pour laquelle ça a forcément augmenté ce dont on a parlé tout à l'heure, l'angoisse, les crises de panique ou encore la dépression, et une personne dont la dépression et l'angoisse ont été induites par un Covid persistant? Alors déjà, les personnes bénéficient d'une consultation psychiatrique. Elles passent devant un médecin psychiatre. Donc généralement, elles me voient. On fait ensemble toute une anamnèse, c'est-à-dire on reprend l'histoire de la personne, ses antécédents médicaux, ses antécédents psychiatriques, son histoire traumatique, les symptômes qu'elle a pu rencontrer, les hospitalisations qu'elle a pu avoir auparavant, ce qui nous permet de faire un état des lieux pré-infectieux, si vous voulez. Et puis après, on se base aussi sur l'intensité des symptômes, les répercussions au quotidien, sur le plan fonctionnel, socio-professionnel, familial, etc. Est-ce que la prise en charge est la même ? La prise en charge, de toute façon, elle va être très globale. D'accord. Et elle va être... étant donné que tout est intriqué, le psychiatrique et le somatique, nous sommes obligés de travailler en collaboration avec nos confrères et nos consoeurs de somatique. Donc de pneumologie, de kiné respiratoire, de cardiologie. Nous travaillons tous en concertation parce qu'on ne peut pas cliver le corps Bien sûr, de l'esprit. Maric Fétou, lorsque vous entendez Samantha Al-Jobouri en parler, vous vous y retrouvez aussi. Comment est-ce que vous prenez globalement en charge les patients aujourd'hui qui ne souffrent pas forcément que de maladies respiratoires? C'est votre cœur de métier, mais vous les prenez en charge aussi globalement? Oui, tout à fait. Ils ont des problèmes respiratoires qui sont au premier plan. Un essoufflement qui peut être lié à l'alitement, à l'hospitalisation. Comme je disais tout à l'heure, à une hyperventilation. Et ce qu'on retrouve quand même, ce que je retrouve dans les patients que je suis, c'est que souvent, ce syndrome d'hyperventilation, ces patients qui respirent trop vite, on retrouve aussi un stress post-traumatique qui est associé. D'accord. C'est assez fréquent. Et ça, alors, il n'y a pas d'étude qui est publiée sur le lien, mais c'est quelque chose que je note sur le plan clinique. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir faire le lien avec les dimensions psychologiques, parce que la respiration, elle est aussi contrôlée par le cerveau et par la conscience. Et donc il faut... Le kinésithérapeute seul, il est un peu démuni. Il doit travailler avec les autres spécialistes en lien avec donc les infectiologues, les médecins de rééducation, de médecine physique et les psychiatres et les autres. Et chez ces patients qui sont très anxieux, qui ont une hyperventilation, voire un stress post-traumatique quand il est confirmé par une psychiatre, il faut être quand même très présent, à l'écoute, empathique. Ce sont des séances qui durent en général assez longtemps. Le patient, ça a été dit, souvent le sentiment qu'on ne reconnaît pas ses symptômes, parce que le syndrome d'hyperventilation, il y a des tests, mais qui sont assez rarement faits. Et donc, en fait, globalement, on lui renvoie que tout va bien, que sur le plan clinique, les tests sont normaux, parce que le syndrome d'hyperventilation est pas testé en tant que tel, parce que les symptômes sont les mêmes que l'embolie pulmonaire. Donc, on va aller investiguer l'embolie pulmonaire, on va dire il n'y a pas d'embolie pulmonaire, et puis finalement, on ne va pas aller regarder du côté du syndrome d'hyperventilation. Donc, on dit au patient, tout va bien. Et donc, ce patient, pour une fois, il est écouté, il est pris en charge, on va lui faire de la rééducation respiratoire
respiratoire durant l'entraînement à l'effort. On va le renvoyer, si on suspecte un stress post-traumatique, une anxiété forte, vers un spécialiste. Et c'est une écoute qui est très bénéfique. Ça ne règle pas tout, bien évidemment. Mais ça améliore nettement le patient. Ça améliore le patient, et pour autant, ça l'améliore sur le plan clinique, sur la qualité de vie. Pas forcément tous. Et c'est pas forcément une amélioration qui est définitive non plus. Bien sûr. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, donc c'est pas une solution magique. Mais effectivement, la prise en charge respiratoire de ces patients, pour certains cas, ceux qui ont une hyperventilation, c'est quand même un plus qu'il faut pas négliger. On l'imagine. J'aimerais, Samantha Adjobri, qu'on revienne sur ce terme. On a beaucoup parlé ici autour de ce plateau de stress post-traumatique. C'est généralement quelque chose qu'on entend lors des guerres. On en parle, nous, dans les médias, en télévision. On avait rarement vu une guerre, voire même jamais dans notre génération, avec ce guerrier invisible. Comment est-ce qu'on gère des stress post-traumatiques pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore ? Alors, comment est-ce qu'on gère des stress post-traumatiques ? Déjà, comme le disait M. Fétou, il va falloir avoir une démarche empathique et de bienveillance envers son patient qui ne se sent pas entendu par son entourage et pas reconnu dans ses symptômes, d'autant plus qu'il peut lui avoir été affirmé qu'il n'y avait rien au niveau des examens complémentaires. Donc, il s'agit de recevoir la personne avec bienveillance. Par la suite, évidemment, un diagnostic doit être posé. Et puis après, nous avons différentes méthodes. On va avoir tout d'abord des séances de psychoéducation, ce qu'on appelle un apport d'information sur le trouble post-traumatique, mais également sur le Covid et ses effets, et d'où l'intérêt de travailler en collaboration. On va apprendre également aux patients à gérer eux-mêmes leur stress, à prévenir le stress et à réguler la symptomatologie anxieuse, à s'auto-réguler. Par ailleurs, on va pouvoir, lors de séances individuelles, repérer des souvenirs traumatiques qui peuvent avoir eu lieu pendant qu'ils étaient chez eux en train de décompenser sur un plan respiratoire. Ou bien au début, pour cette première vague, rappelons-nous. Oui, ou s'imaginant ne pas pouvoir appeler les secours si leur enfant était là, parce qu'il n'y a pas forcément de décompensation respiratoire ou qui peuvent sortir de réa, et on sait qu'en sortant de réa, il y a 30 à 40% de syndrome post-traumatique, de toute façon, Covid ou pas Covid. Bien sûr. Donc là-dessus, soit on applique des méthodes d'action de thérapie cognitive et comportementale et on se focalise sur les symptômes. On apprend aux gens à accepter d'affronter les symptômes, d'éviter l'évitement, et puis on travaille sur leurs pensées, leurs pensées qui sont distordues. On parle de distorsion cognitive, c'est-à-dire que la manière de penser n'est pas la réalité, et donc on va déconstruire, les ramener sur terre, exactement, et puis remettre de la réalité là-dedans, de la réalité, de l'ordre dans leur cerveau, complètement. Bien évidemment. Et puis par ailleurs, on a des techniques de désensibilisation comme l'EMDR, qui sont des techniques très efficaces et qui permettent de retraiter le souvenir traumatique. Voilà. Professeur Roblot, aujourd'hui, 10% des malades Covid vont développer un Covid long. C'est à peu près ce que l'on sait sur ce long cours. Ça va être presque une maladie chronique. J'aimerais qu'on puisse en parler. Comme on l'a dit, les examens médicaux sont pourtant normaux. On dit à ces patients, mais vous pouvez rentrer à la maison, tout va bien. Alors aujourd'hui, ça commence bien évidemment, comme vous l'avez très justement dit, à évoluer avec ces centres spécialisés qui vont arriver notamment dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce que 10% vont tout de même développer un Covid long? On sait que majoritairement, c'est des femmes, plutôt jeunes, et qui souffraient au début plutôt de symptômes modérés, anosmie, agueusie, un peu de symptômes digestifs. Ça, comment est-ce qu'on l'explique? On n'explique pas tout. Effectivement, au départ, on pensait que c'était plutôt les formes les plus sévères qui avaient le plus de risques, des patients avec les formes les plus sévères qui avaient le plus de risques de développer des symptômes à distance. Et finalement, on s'aperçoit que même des patients qui avaient des formes assez mineures peuvent avoir des symptômes à distance. Je crois que ce qui est très très important en termes de prise en charge, déjà, c'est d'être honnête et très humble, et vraiment de dire aux patients qu'on ne comprend pas tout, qu'on ne peut pas lui donner une réponse là aujourd'hui à toutes ces questions, parce qu'on ne les a pas. Donc ce serait leur raconter des histoires. Mais néanmoins, c'est très important d'avoir une offre de soins qui fasse que les gens se sentent entendus. Et tous les mots que j'ai entendus, là, pour moi, sont très importants. L'empathie, il me semble qu'on devrait être empathique vis-à-vis de tous nos patients, mais empathie, bienveillance, anamnèse, bienveillance, bien écouter les gens, c'est ça qui est important pour pouvoir un peu faire une évaluation. Et ça, je crois que c'est le rôle vraiment du médecin généraliste. Et s'il est en difficulté,
il va faire appel ensuite par aux hospitaliers pour du relais. Aux hospitaliers ou à des spécialistes d'organes, qui peut D'accord. être le psychiatre, qui peut être le psychologue, qui peut être le cardiologue, le pneumologue, le kiné, etc. Mais vraiment, cette étape de l'évaluation globale, elle est essentielle. C'est vraiment le médecin généraliste qui connaît bien son patient qui doit faire cette évaluation. Alors c'est vrai qu'au début, dans la prise en charge de cette maladie, il y avait un peu cette idée de surtout n'appelez pas votre médecin généraliste et restez à la maison. Et puis heureusement, ça a bien évolué avec le médecin généraliste qui est revenu au cœur du propos, fort heureusement. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment important qu'on propose un parcours de soins à ces patients pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils ne soient pas en errance, comme on dit souvent, et qu'ils ne soient pas tentés de s'égarer sur des chemins qui ne leur apporteront rien. Merci pour ça. Non seulement on doit guider les patients, mais on doit aussi guider les collègues généralistes parce que ils ont leur réseau et petit à petit va se développer. Enfin, les agences régionales de santé sont au cœur de ça, mais elles développent des plateformes qui vont permettre de dispatcher sur des centres de référence quand il y a besoin. Mais ça leur permettra aussi de ne pas être seuls parce que quand on ne peut pas apporter de réponse concrète aux patients, c'est très compliqué. C'est la limite aussi de la médecine d'aujourd'hui avec ces maladies émergentes. Oui, mais avec toute cette communication et les patients qui sont très demandeurs en plus de réponses parce qu'il y a beaucoup de communication. On est aussi dans l'immédiateté aujourd'hui, notamment dans les médias. Je crois que c'est ça le plus important. Presque, il faut qu'on puisse apporter une offre de consultation, d'avis. Je ne sais pas comment on va l'organiser en fonction des situations, ce sera variable, mais rapide. D'accord. Il ne s'agit pas de dire aux patients... Je pense que ce serait bien que vous voyiez le cardiologue et vous allez le voir dans 6 mois. C'est juste pas possible, ça. Et c'est très dur, professeur Reblot. On sait qu'aujourd'hui, notamment dans nos régions, on a une grande région, là, la Nouvelle-Aquitaine, mais quand on veut un rendez-vous avec un spécialiste, c'est extrêmement difficile. Alors, j'aimerais justement qu'on parle de la prise en charge et de ce qui va être mis en place, notamment dans les CHU dont vous faites partie, dont vous êtes les dignes représentants. Mais avant cela, Karine Peters, j'aimerais aussi qu'on vous demande quelle est votre prise en charge et si vous vous êtes senti accompagnée et entendue. Alors pas du tout. Je fais partie des anciens. Ça fait 16 mois qu'on est malade puisque c'est au niveau familial. Ça a été très difficile en fait d'être prise en charge. Là, ça y est, je commence à avoir des spécialistes. La prise en charge commence à se faire pour moi. Par contre, c'est quasiment impossible pour mon fils qui a 12 ans. On met de suite sur le côté psy, c'est un enfant, le Covid long n'existe pas chez les enfants et il a vu le premier interniste on est à 16 mois, il a vu le premier interniste il y a 1 mois et demi qui a aussi parlé du côté psy. Donc il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de... Ouais, c'est difficile. Voilà, on est complètement abandonné pour les enfants et ma fille, pareil, de 17 ans, a perdu 17 kilos. Et pareil, au début, on a mis ça sur le côté psy. Elle a fini hospitalisée avec 3 mois d'hospitalisation suite à ça. Alors, vous vouliez rebondir sur ce plateau, professeur Reblot. Il ne faut pas avoir l'impression que les médecins n'ont rien fait quand ils ont dit c'est le côté, on va dire, psychosomatique. Parce que c'est déjà apporter, je ne vais pas dire une réponse, mais c'est une hypothèse qu'il faut poser sur la table comme les autres. D'accord. Il ne faut pas se dire, non, ça ce sera un diagnostic d'exclusion. Si on n'a rien trouvé d'autre, c'est que c'est dans la tête et on les enverra. Non, dès le départ, il y a besoin d'une évaluation, très souvent, par le psychiatre. Et c'est très important d'emblée de poser cette hypothèse sur la table et de demander l'avis du psychiatre. Alors, je crois que voilà, non pas, enfin, je connais pas votre histoire, madame, donc je veux pas juger de ça. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de vous dire, il y a peut-être une composante besoin d'une évaluation et d'une prise en charge psychiatrique. Ça fait partie de la réponse pour beaucoup de patients. Je ne dis pas pour tous, mais pour des patients, ça fait partie de la réponse. Ça a été la seule chose proposée, c'est-à-dire qu'on a dit psy et on n'a pas fait d'autres. C'est un enfant qui J'entends bien, oui, j'entends bien. Moi, je ne juge pas. Malheureusement, on a entendu votre désarroi, Karine, et on le respecte. Et Samantha, je vous voyais aussi réagir quand on parlait Karine parlait de ses enfants. Je vous voyais réagir sur ce plateau et je voyais votre regard. Vous ne compreniez pas non plus. Au-delà du fait qu'il faille évidemment éliminer les pathologies physiques et somatiques, l'accès aux pédopsychiatres est très compliqué, très difficile. Bien sûr. Ce sont des mois d'attente et un enfant de 12 ans, quand il est mal, quand il est anxieux, qu'il est en retrait au niveau scolaire, il perd du temps au niveau de sa scolarité et donc c'est une perte de chance énorme en resocialisation, en apprentissage, en éducation. Donc ce sont des enjeux majeurs.
Et là, il y a notamment des milliers d'enfants, on est dans un groupe d'enfants qui ont le Covid long, et il y a énormément d'enfants qui sont déscolarisés, comme mon fils et comme ma fille, parce qu'ils ne sont plus en état d'aller en cours, et il n'y a pas de suivi. Je crois d'ailleurs qu'à Bordeaux, il commence à y avoir un suivi Covid long, et je crois qu'ils ne prennent pas les enfants. Alors nous allons en parler justement sur ce plateau. Le temps pour moi, Karine, de vous remercier d'avoir eu le courage et la force aussi de témoigner à distance, parce que pas facile de se remettre d'un Covid long, surtout quand toute la famille est atteinte, du plus grand au plus petit. Quelle est la prise en charge, notamment dans les CHU de la région? Regardez ce reportage à Bayonne. Jusqu'à là, ça allait bien. Après, je suis rentré ici. Et là, depuis hier matin, je replonge. Un état de santé fluctuant. Ils sont une dizaine à être suivis ici, à la maison Sport Santé, intégrée à l'hôpital de Bayonne. Ces personnes sont atteintes de Covid long. Je suis arrivé ici par hasard, parce que ça fait 14 mois que je suis malade. Et mon médecin traitant a demandé un rendez-vous avec une infectiologue. Et c'est elle qui m'a redirigé vers ici. Autrement, je serais toujours à l'abandon. Abandon, un mot fort. Difficile au début de poser un diagnostic. Les symptômes sont multiples, on en compte une cinquantaine. Perte du goût et odorat, tout, mais aussi douleurs musculaires, thoraciques ou troubles neurologiques. Quand ces patients vont voir des spécialistes et qu'on leur fait des examens complémentaires, ces examens complémentaires, c'est normal. Cette anxiété et ce traumatisme peut aller jusqu'au psychotraumatisme. On ne les reconnaît pas, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de patients où on a dit c'est un burn-out, quoi. Devant cette Covid à symptômes prolongés, pour certains depuis plus d'1 an, l'équipe médicale de cette unité spécialisée propose un réentraînement physique. Notre but, c'est justement de ne pas le pousser à dépasser ses limites, de ne pas les pousser à se fatiguer davantage. On est justement dans un contrôle et dans l'appréciation des difficultés. La prise en charge a démarré dans cette unité il y a 15 jours, un modèle unique en France. C'est un sujet de Perrine Durando et Emmanuel Clerc, une prise en charge qui est donc unique en France. Maric Fétou, vous vouliez rebondir sur une application? Oui, je voulais dire que on parle effectivement de cas difficiles ici sur ce plateau, mais que globalement, les symptômes s'améliorent quand même pour la grande majorité des patients au bout de plusieurs mois. Il existe une application qui s'appelle Tous Partenaires Covid qui permet aux patients de rentrer ses symptômes et d'avoir des moyennes sur la durée des symptômes pour les autres patients. Ça permet aussi de faire des statistiques nationales, de savoir combien de temps durent les symptômes et aux patients aussi de se projeter en se disant en moyenne, mes symptômes vont durer tant de mois. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement invalidant, extrêmement handicapant. La perte d'odorat est quelque chose de très invalidant, tout est difficile, mais il faut garder espoir parce que dans l'immense majorité des cas, les symptômes s'arrangent et diminuent avec le temps. Docteur Glise, la prise en charge au CHU de Bordeaux, parce que Karine qui était avec nous tout à l'heure en direct se posait la question. On prend en charge les enfants ou pas? Alors au CHU de Bordeaux, les collègues pédiatres prennent en charge les Covid. Le Covid long, les Covid symptomatiques initiaux, le Covid long, si vous faites l'émission aujourd'hui, c'est justement parce qu'on commence à se rendre compte de l'ampleur de la demande et qu'il va falloir structurer l'offre de soins. Donc, au-delà du CHU, je pense qu'il faut rappeler, comme ça a été fait tout à l'heure, que le patient et celui qui le connaît le mieux, ça reste le médecin généraliste. Et que le médecin de premier recours, ça doit rester le médecin généraliste. Nous, actuellement, j'encadre un médecin généraliste pour sa thèse, pour regarder un petit peu et étudier le parcours patient. Et je pense que c'est important de remettre ça au centre. Ensuite, c'est une nouvelle activité. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ça se structure petit à petit. C'est pas immédiat. Ça se structure déjà sur des ressources que l'on a et qui sont plutôt limitées, mais qu'on arrive à bien développer. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, donc l'Agence régionale de santé, structure ça petit à petit avec une ressource pour les médecins généralistes de façon à dispatcher sur un réseau de spécialistes. Et je pense que le CHU doit rester là en soutien quand il y a besoin d'un avis, d'aller plus loin, d'un avis spécialisé ou d'un avis un petit peu global, quand il y a de multiples symptômes respiratoires, immunitaires, neurologiques, etc. Alors là, on est en train de voir comment structurer une prise en charge globale sur de l'accueil de jour, de l'hôpital de jour, de façon à ce que le patient vienne une seule fois et voit plusieurs spécialistes qui ont l'habitude de ce type de pathologie. Professeur Oblot à Poitiers.
on va être à peu près sur le même schéma, c'est-à-dire que le médecin généraliste est la porte d'entrée. S'il a un patient en face de lui qui a un symptôme bien défini, bien identifié, il l'adressera à son spécialiste correspondant habituel. Mais dès lors qu'il est confronté à une situation qu'il perçoit comme complexe, et il sera aidé pour ça par des échelles d'évaluation des patients, s'il perçoit une situation complexe, il demandera l'appui de ce qu'on appelle la plateforme territoriale d'appui, qui, elle, aura des intervenants identifiés, des référents identifiés en fonction des spécialités. Référents qui peuvent être au CHU, mais qui peuvent être très bien en ville. Hein. Est-ce que pour les enfants, c'est pas plus simple de les accueillir dans une structure comme un CHU ? Alors, pour l'instant, comme ça vient d'être dit, la réflexion, elle commence pour les enfants. Parce que des Covid chez les enfants, il y en a eu beaucoup moins d'hospitalisés, déjà. Donc, des Covid longs, on va découvrir. Et sans doute, ce sera plus facile de les accueillir dans des structures sous la forme d'hôpitaux de jour ou des choses. Ça, ce sont les pédiatres qui nous diront. Mais pour l'instant, ça se met en place. Voilà, et je trouve que déjà, on est assez... Vous allez vite ? Ben oui, parce qu'on le fait à moyen constant, comme toujours, ce qui est normal. Hein. Et donc, c'est un peu, je ne vais pas dire dans la précipitation, mais quand même dans l'urgence un peu, qu'on essaye de mettre en place les choses. Et pour ce qui est vraiment très important pour moi, apporter une réponse que les patients, qu'on n'entende pas ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire on est abandonné. Bien sûr. Alors, comment faire reconnaître son Covid long ? C'est aussi le combat de certains malades. Et Mathieu Lestage est avec nous. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir Mathieu. Alors vous souffrez de Covid depuis de nombreux mois également et vous faites partie d'une association qui se bat pour faire reconnaître auprès des plus hautes autorités le Covid comme une maladie chronique et invalidante. Cette association s'appelle Après J20. Est-ce que vous pouvez nous en parler Mathieu ? Oui, en fait, comme l'a dit Karine, elle fait partie des malades de la première vague et ils se sont sentis abandonnés. Moi, je suis malade depuis 8 mois, mais les premiers malades, en fait, ont essuyé les plâtres, on va dire ça comme ça, hein, et ne trouvant pas de réponse par leur médecin, ce qui, en théorie, dans une maladie, est le sens logique. On est malade, on va voir son médecin. Là, c'est une maladie qui marche dans l'autre sens. On s'est regroupés, en fait, sur les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux, malheureusement, ne sont pas toujours très fiables, ces gens se sont regroupés en associations et se sont structurés pour pouvoir parler d'une seule voix, et la voix des malades, pour pouvoir, une fois de plus, avoir de la force et du pouvoir pour qu'on puisse nous écouter et que des choses puissent être mises en place. Bien sûr, Mathieu. Alors justement, la reconnaissance de la forme longue du Covid-19 a fait débat à l'Assemblée nationale, il faut le savoir. Des revendications désormais entendues par le ministère des Solidarités et de la Santé, notamment avec le diagnostic et la prise en charge de ces adultes qui présentent malheureusement des symptômes prolongés. Mathieu, ça a été un combat aussi après J20. Est-ce que vous êtes heureux que ce combat soit finalement entendu par la Haute Autorité de la Santé, mais aussi le ministère ? Bien sûr. Aujourd'hui, cette maladie, les médecins sur votre plateau en parlent, c'est une maladie qui est invalidante, incapacitante, handicapante. Enfin, on peut utiliser plein de termes. Moi, je dis que ma vie, elle s'est arrêtée il y a 8 mois. J'espère qu'elle reprendra un jour, mais pour le moment, elle est sur pause. On parlait de force physique ou quoi que ce soit. Je suis ancien militaire. J'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie. Aujourd'hui, mon record, c'est 1 km 413. Et au bout de ce kilomètre, je perds complètement connaissance. Donc, bien sûr qu'il faut le reconnaître. Il faut accompagner ces gens. Il faut accompagner, il faut en parler. Il ne faut pas que ça devienne... Il faut en parler. Ça monte là quand on entend ce que Mathieu dit. Mathieu dit des choses très fortes. On l'a entendu. Ma vie, elle s'est arrêtée il y a 8 mois. Alors effectivement, tout le monde sur ce plateau ne veut pas entendre ce genre de choses et dit on est là ensemble pour travailler et pour éviter ça et pour entendre aussi nos patients. Et ce n'est pas la grande majorité des cas, mais il y a aussi des patients comme ça. Quand vous entendez cette détresse... Je suis évidemment très émue et très touchée et ça me renforce dans le fait qu'il faille travailler sur les perspectives d'avenir des personnes. Il y a eu un avant et un après Covid. La personne n'est plus la même et il va falloir retravailler son identité. Et donc, ça va nécessiter des soins psychologiques, une psychothérapie qui va nécessiter la mise en place d'un travail de psychologue qui ne sera pas remboursé par la sécurité
social. Donc il va falloir trouver des solutions, d'autant plus que ces psychologues ou ces psychiatres doivent être formés spécifiquement à ces prises en charge. Et ça, c'est... Voilà. Est-ce que vous êtes pris en charge aujourd'hui, Mathieu, psychologiquement ? Est-ce que vous vous faites accompagner et est-ce que vous pensez que votre maladie va être reconnue ? Alors l'accompagnement, oui, il est nécessaire. En fait, quand je suis allé pour la première fois à l'hôpital pour suspicion d'embolie pulmonaire, et clairement j'ai failli mourir, j'ai eu la chance en fait, d'être jeune et d'être en forme extrêmement... d'être costaud extrêmement physiquement, et ce qui m'a fait échapper à la mort. Mais aujourd'hui, je vois plein de médecins en OG, cardiologue, pneumologue, neurologue, j'en ai vu 3. Je vois bien sûr une psychologue, mais ce que je veux préciser, et on est en train de dire que c'est une maladie psychologique, si ça se passe dans ma tête, pourquoi mes mains tremblent ? Ça, c'est pas dans ma tête. Pourquoi je fais un malaise quand avant j'arrivais à faire 100 km en 3 jours, aujourd'hui je fais 1 km 400 en une demi-heure et que je perds connaissance, je vais très bien dans ma tête. Ça, il n'y a pas de problème. Alors en fait, je pense qu'il faut pas garder ce message, ou en tout cas si c'est le message qui est passé, c'est que c'est un mauvais message. Il y a des conséquences psychologiques, ce sont des symptômes, il y a plein de conséquences physiques ou autres, ce sont des symptômes. La cause, est-ce qu'elle est uniquement psychologique ou autre ? Ça, on ne le sait pas. C'est ce que disait le professeur Roblot, ça peut être une des causes, mais ce n'est pas la cause unique, et bien sûr, ça peut être tout autre, et on n'en sait pas, on n'en sait rien pour l'instant. Donc je pense qu'il faut dissocier deux choses. Le fait de soigner quelque chose qui peut être guéri, mais ça on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas s'il y a quelque chose, s'il y a un médicament. Il n'y a pas de médicament pour l'instant pour soigner le Covid long, ça n'existe pas, on n'a pas de moyens thérapeutiques exactement actifs dessus. Par contre, prendre en charge des symptômes quand ils sont divers, ça, on peut parfois. On peut, ça a été évoqué dans le cas des anosmies et des agueusies, travailler un petit peu en rééducation. Quand il y a des troubles cognitifs, on peut les travailler en rééducation. Quand il y a des troubles et un retentissement psychologique, on peut faire le travail. Ça a très bien été dit par ma collègue. Quand il y a d'autres atteintes respiratoires, on peut faire de la kiné-respi, etc. Ça, de reprendre de l'activité physique adaptée quand il y a une fatigue. Mais je crois qu'il faut vraiment dissocier les choses. Et peut-être que c'est ça qui est resté dans la tête de beaucoup de patients qui gardent un Covid long, c'est ce sentiment d'abandon en disant « on m'a dit que c'était que dans ma tête ». En fait, c'est pas, j'espère, c'est pas le message en tout cas, c'est pas le message de l'équipe médicale qui est actuellement ici. Bien sûr. Voilà. Oui, et je pense que la majorité des médecins vont répondre à ça, qu'on ne sait pas pour l'instant. Ça peut, mais on ne sait pas. Ça peut être en partie, mais on ne sait pas. Par contre, accompagner, soulager, écouter, parfois dire je ne peux rien faire. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines en consultation, une patiente Covid long, je lui ai dit écoutez, vos symptômes, je ne sais pas quoi faire, vous prescrire, vous avez déjà mis en place, elle avait de la kiné, elle avait de l'orthophonie, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne sais pas en l'état actuel faire plus. Par contre, je vous écoute, je comprends bien que c'est pas que dans votre tête. Voilà, ça on peut le faire. C'est le rôle de médecin. Nous, ce qu'on peut voir en kinésithérapie, c'est quand même des symptômes effectivement qui sont liés à des problématiques physiques, mais aussi avec le psychologique qui est intriqué. Donc en fait, il faut bien comprendre que les gens qui ont un stress post-traumatique, c'est des gens comme vous et moi en fait qui subissent un choc. Ils n'ont pas une maladie psychique. Tout d'un coup, ils vont être hospitalisés. Il y a une statistique que j'ai lue qui est que 93% des patients hospitalisés à Wuhan en pleine épidémie ont développé des symptômes de stress post-traumatique. Donc ça veut dire que monsieur même tout le monde, qui est tout à fait sain d'esprit, il est hospitalisé, ou il attrape le Covid, il voit à la télé que les gens meurent de Covid, il y a une psychose ambiante autour du Covid, donc forcément ça va créer un trauma très sévère en fait. Et nous, ce qu'on voit en kinésithérapie respiratoire, du coup, c'est que ces patients qui sont en hyperventilation, avec tous les symptômes que ça peut entraîner, y compris des symptômes qui s'apparentent aux symptômes neurologiques, et donc on ne sait pas trop finalement si c'est la baisse du CO2, si c'est le tropisme cérébral du virus. Finalement, tous ces patients, ils ont subi un choc très important. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs ceux qui ont été hospitalisés, parce qu'encore à l'hôpital, ils sont entourés. Donc s'ils se sentent mal, ils peuvent appeler l'infirmière. Il y a le médecin qui n'est pas loin. Mais ceux qui étaient tout seuls à la maison, avec l'impossibilité de respirer, avec les poumons qui brûlaient... Ce qui était le cas de Mathieu, c'est ce qu'on nous a expliqué. Ce qui était le cas aussi de Karine, cette première vague qui est en garde des séquelles peut-être plus dramatiques que les autres. Mathieu, est-ce que vous... Oui, tout à fait.
Allez-y Mathieu. Exactement. Excusez-moi, en fait, je voulais vraiment bondir sur l'ensemble de ce qui a été dit. Je n'ai jamais dit que c'était une maladie psychologique ou quoi que ce soit. Mais par contre, les différents examens que j'ai faits sont toujours revenus positifs, dans le sens où on ne me trouve rien. Par contre, je pense que la personne qui est aujourd'hui la plus importante pour moi, c'est mon kiné réadaptation physique et ventilatoire. Il m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Et il m'a dit une phrase qui, je pense, va faire écho sur le plateau. C'est que je ne corresponds à aucun des schémas qu'il a pu apprendre en tant que médecin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on m'examine avec des schémas qui existent. Et la question est, est-ce qu'il est nécessaire de peut-être réadapter une médecine qui nous correspond ? Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, de votre témoignage qui était extrêmement touchant. On l'a ressenti, en tout cas, sur ce plateau. Est-ce qu'il faut repenser la médecine ? Ce sera ce dernier tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Roblot ? On s'adapte ? Ce monsieur, on l'a examiné avec les connaissances que l'on a. Et on ne peut pas lui apporter des réponses avec des connaissances que l'on n'a pas. Et donc, il faut surtout être vraiment en alerte et être capable d'évoluer et de revoir les gens et ne pas les lâcher dans la nature. Vraiment les engager dans une filière de prise en charge adaptée. Samantha Adjobori. Moi, je voudrais souligner sur la nécessité d'informer aussi et de prendre en charge l'entourage, parce que c'est une ressource énorme. C'est un facteur de protection en psychiatrie. Et je pense que si je dois conclure, c'est ce que je souhaiterais avancer. Pour conclure, Dr Guise. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que remettre le patient au centre de la prise en charge, on ne soigne pas une maladie, on soigne un patient avec tous ses symptômes. Donc parfois, on n'est pas capable de soigner la maladie. On sait de mieux en mieux soigner la phase aiguë. On n'est pas capable de soigner la cause des symptômes, quelle qu'elle soit. Par contre, on peut accompagner, essayer d'améliorer les symptômes en tant que tels, ça c'est important. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir répondu très concrètement et sans langue de bois à toutes les questions des malades qui étaient avec nous. Dr Guise, professeur Roblot, Marie Fetou, Samantha Adjobori. Un grand merci à Mathieu Lestage et à Karine Peters qui ont eu le courage de parler aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Disputons d'Hommes. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.